Livre 1, chapitre 15. Je me sentis étouffé. Même en le voulant, je ne pouvais pas fuir. La police me surveillait. Je pris un tramway et partis vers la banlieue de la ville. Par l'attitude des gens, par leur manière de parler et par bien des indications qu'un observateur expérimenté apprend facilement à prendre en compte, je compris que quiconque amorcerait un mouvement contre l'actuel président pouvait triompher. Les gens voulaient jouir aussi de la liberté de changer de maître. Ensuite, ils voudraient à nouveau destituer celui qu'ils auraient eux-mêmes porté au pouvoir. Les années de mensonges accumulés avaient fini par me faire éprouver du mépris, non seulement pour moi-même, mais pour tout le genre humain. Pourtant, quelque chose changeait en moi, et je remarquai que mon mépris n'était ni aussi caustique, ni aussi grand. C'était comme de la résignation en voyant les gens. Je me répétais, et en voyant les foules. J'y réfléchis sérieusement, mais mes pensées volèrent vers mon ami et j'oubliai cela. Tout à coup, le désir véhément de prier m'assaillit. Je découvris une chapelle emplie d'indigènes, je les observai et j'éprouvai de l'affection pour eux. Je m'agenouillai dans un coin et je commençai à parler, comme avant, avec un Christ crucifié. Je lui racontai en détail tout ce qui m'arrivait, et je terminai sur ces mots. À en juger par les faits, il semble que j'ai très mal utilisé l'intelligence que tu m'as donnée. Pourquoi ne m'offres-tu pas une nouvelle opportunité? Si tu peux, donne-moi un autre genre d'intelligence, qui ne me permette pas seulement de sortir de cette situation embrouillée, mais aussi de vivre en paix avec mon ami. Je levai les yeux vers la face du Christ. Je ne sais pas si ce fut mon imagination aiguillonnée par le désir, mais je crois que je le vis sourire. Lorsque je retournai en ville, je me réfugiai dans la chambre d'hôtel. Sur le guéridon, je trouvai un message d'un ancien diplomate que j'avais connu bien des années auparavant et qui affichait maintenant le titre de sénateur sur l'entête de son papier. J'appelai le numéro de téléphone qu'il indiquait, et il répondit lui-même. Il fut très aimable. Il me dit qu'il s'était informé de mon passage dans la ville, qu'il regrettait mes chroniques dans les journaux et qu'il aurait un vif intérêt à discuter avec moi. Il s'offrit à venir me chercher à l'hôtel. Je me sentis sans force pour refuser. Quand nous fûmes ensemble, notre cordialité fut factice. L'homme était au courant de tout, mais il le dissimulait. Un sénateur ne cherche pas un journaliste de cette façon seulement pour se souvenir des temps passés dans une capitale plaisante. Pendant le trajet, notre bavardage fut plus creux que la normale. Finalement, la voiture de luxe dans laquelle nous roulions s'arrêta devant la maison du chef d'État. Le sénateur sourit, comme pour signifier « Tu ne t'y attendais pas, hein ?» Nous dînâmes dans la salle à manger présidentielle. Je n'avais pas faim. Le coup n'arriva que plus tard, lorsque le sénateur, le président et moi, nous restâmes seuls dans un petit salon privé. Il s'agissait d'une nouvelle intrigue, mais cette fois, elle devait être de plus grande envergure. Il me fallait aller dans un certain pays pour activer là-bas une campagne de presse donnée qui permettrait à ce président de rassembler les forces de son parti et, le cas échéant, de tout le pays. Si c'est nécessaire, me dit-il, nous pouvons même mobiliser. L'idée d'une nouvelle possibilité de guerre m'épouvanta, mais je gardai mon calme et décidai de lui rapporter mes observations de la journée parmi les gens. Pendant tout ce temps, je me demandais s'ils étaient ou non informés de la conspiration qui se tramait dans le sein même de son propre cabinet. Je passai sous silence cette question, et j'entrepris d'expliquer qu'il était impopulaire non pas par lui-même, mais parce que le peuple manquait d'éducation civique nécessaire, ce qui le transformait en victime facile de n'importe quel exalté. Tout autant l'un que l'autre, le président et le sénateur me parlèrent de leur amour profond de la patrie,
Des sacrifices qu'ils avaient faits, de ceux qu'ils devaient faire encore, ils me dirent combien il était nécessaire maintenant de galvaniser l'opinion du pays en lui montrant le danger que constituaient les ennemis, etc. Je ne répondis pas. J'éprouvais du dégoût. Lorsque je sortis du palais, je n'allai pas à l'hôtel dans la voiture luxueuse, mais à pied. Les jours et les semaines passèrent. Mes démarches en vue de poursuivre mon voyage rencontraient des obstacles de tous côtés. Un dimanche, je m'en souviens bien, commença ce bain de sang qui dura plusieurs jours. J'entendis de mon hôtel les premiers coups de fusil. Il y eut ensuite une danse macabre, et pendant ce temps, je vis, au milieu d'une énorme foule frénétique et en délire dans son ivresse de sang, le cadavre du président, mutilé. Des fleuves de sang coulèrent. Personne n'était sûr de rien. Un soir, je rencontrai un compatriote. Il me raconta qu'il avait profité de la fusillade pour s'évader de la prison où il pouvait le reprendre à n'importe quel moment. Aussi, nous décidâmes de voler une voiture et nous nous enfuîmes à toute vitesse vers la frontière. Le temps passa et je trouvai un travail modeste.